Une belle qui débute par la tristesse de Yannick Caballero, forfait de dernière minute. Le capitaine de Castres a le dos bloqué et c'est toute la touche qui est à revoir. La preuve, le premier lancer des Castrés est contré par les Montpelliérains. Mais le forfait, il a eu lieu surtout ce matin, donc au dernier moment, il a fallu qu'on regroupe les joueurs et qu'on voit, parce qu'on a mis justement en place une stratégie complètement différente et peut-être ce qui a fait que les joueurs, dans cette appréhension de dire est-ce qu'on va y arriver, eh bien, ils se sont concentrés encore un peu plus, ils se sont resserrés encore un peu plus. L'effet escompté va se faire attendre un peu, surtout que le maître à jouer des Tarnais, Rory Cocotte, commet des maladresses dans ce début de match, faute de main et imprécision au pied. Il rate ses 2 premières tentatives de but. Bref, l'après-midi s'annonce compliqué pour le CO. D'autant qu'en face, Benoît Payog, le buteur hérolté, fait un sans faute. Lui passe ses 2 premières pénalités. Heureusement, entre-temps, les Castrés, sur un temps fort, avaient réussi à trouver l'ouverture grâce à Rémi Thalès, auteur d'un très beau drop. Mais Castres se heurte à la défense particulière de Montpellier et après 20 minutes est mené 6-3. Il faut donc trouver d'autres solutions, peut-être en alternant un peu plus. Cette alternance avec cette montée défensive inversée, on essaye d'aller presser l'attaque adverse et là l'utilisation du petit jeu au pied. Illustration, quelques minutes plus tard, les Castrés à l'attaque écartent sur les extérieurs. Mais les Montpelliérains ont tout verrouillé. Brice Dulin tente donc un coup de pied de recentrage, tout près de faire mouche. Mais Benoît Sicard, le jeune arrière montpelliérain, joue les sauveurs. De son côté, Rory Cocotte est enfin entré dans son match et passe 2 pénalités. Pour la première fois du match, Castres passe devant au score et mène 9-6 après une demi-heure. Mais il faut tout de même revenir sur le feuilleton de cette première période avec comme acteur principal Mamouka Gorgodze. Le deuxième ligne montpelliérain est d'abord sanctionné pour un plaquage haut, pas flagrant sur Anthony Classen. Premier avertissement sans frais. Flagrante en revanche son envie de faire taire Marc Andreu, beaucoup trop bavard à son goût. D'habitude, je choisis les plus petits, mais là, je suis tombé sur le plus solide. Non, mais voilà, c'est rien, c'est dans le match, c'est comme ça. À la fin du match, il a rigolé. Le Géorgien va beaucoup moins rigoler en fin de premier acte. À la suite d'un nouveau plaquage haut sur Brice Mac, Romain Poit, un brin agacé, sort un carton jaune. Certes, Benoît Payog a rajouté 3 points pour remettre les 2 équipes à égalité, mais cette première partie de barrage est particulièrement hachée par les coups de sifflet de l'arbitre. Énormément de fautes dans les phases de ruck, on plonge, on passe sur le côté, on est trop indiscipliné, rien n'est propre, rien ne semble simple. Des Montpelliérains sanctionnés qui permettent à Castres de virer en tête à la pause 12-9 après une dernière pénalité réussie par Cocotte. On prend des pénalités qui nous mettent en difficulté parce qu'on recule, on prend des points et c'est quelque chose qu'il va falloir régler pour la suite. Au retour des vestiaires, Montpellier est donc en infériorité numérique et perd tout de suite François Trinduc, victime du genou de Yannick Bornman qui lui a éteint la lumière. Finalement, l'après-midi s'annonce compliqué pour les Montpelliérains. Les Castrés, eux, enchaînent pour essayer de briser la défense adverse. Nouveau ballon pour Bornman, très actif. Yannick Bornman avec Brice Mac, avec maintenant le débordement de Bonnefond qui va naviguer dans cette défense qui est repris dans les 22 mètres, qui trouve le soutien de Brice Mac, replacé, attention, à l'intérieur, Rodrigo Capo Ortega et encore Yannick Bornman, quelques centimètres seulement. C'est un des premiers tournants dans ce match de barrage parce que les Montpelliérains soufflent, les Montpelliérains sont même sanctionnés. Retour à la faute à 5 mètres signalé par Monsieur Poit. À la suite de cette action, François Trinduc revient sur la pelouse, mais pas forcément à 100%, et doit faire face à une mêlée à 5 mètres pour Castres. Introduction pour Cocotte. Castres au départ, Castres à l'arrivée avec l'essai d'Anthony Classen comme un grand. C'est le Sud-Africain, l'international Anthony Classen qui marque le premier essai dans ce match de barrage. Je me suis dit que bon, je vais prendre les chances, j'ai tête en bas et je vais essayer d'aller marquer. Et tant mieux, j'ai marqué heureusement et voilà. Ménestable et Anthony Classen qui a décidé de venir s'extirper, qui a surpris un petit peu tout le monde. Il bénéficie aussi du fait que, bien sûr, François Trinduc revienne de ce chaos, ne soit pas réellement en possession de ses moyens. Les Castrés mènent 19-9. Gorgodze est revenu dans l'effectif montpelliérain, mais ce sont les Tarnais qui dominent. Ils auront passé 63% du temps dans le camp adverse sur l'ensemble de la rencontre et se créent de plus en plus d'occasions. La passe au pied de Cocotte est presque dans les bras de Marc Andreu. Après, lui, il dit que c'est moi qui suis trop petit, mais bon, on va dire que c'est 50-50. J'aurais fait 10 cm de plus, il aurait mis 20 cm dedans. Ça aurait pu faire un essai, parce que 1 mètre dans le terrain, je l'aurais eu.
Rory Cocotte alimente encore la marque et Castres s'échappe pour mener 22-9. Mario Ledesma et les Montpellierins comprennent que cette belle est en train de leur échapper. Défaite logique, presque plié au bout de 60 minutes de jeu, même je dirais plié à 60e, un peu comme l'an dernier, quoi. Et je crois qu'il y a 16 pénalités ou 15 contre nous. Tu peux pas gagner un match quand tu prends 15 pénalités ou 16 pénalités. Montpellier va même perdre ce match, 25-12. Castres se qualifie pour la 2e année consécutive en demi-finale. Les Castrés remportent la belle, ce 3e barrage face à Montpellier. Beaucoup de joie évidemment, mais aussi un pincement au cœur pour Laurent Labitte, le coach du CO, champion de France en tant que joueur il y a 20 ans avec Castres et dont c'était la dernière à Pierre-Antoine. C'est beaucoup de souvenirs pour moi, autant quand j'étais joueur que ces 4 saisons d'entraîneur. C'est un club qui m'a toujours réussi. Et croyez-moi, j'ai profité depuis hier de tous les instants et tous les moments ici dans ce stade. Direction à présent Nantes et la Beaujoire pour une demi-finale face à l'Ogre Clermontois. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand on est là, bien entendu, qu'on se dit que c'est une marche de plus, mais déjà... laissez-nous apprécier ce moment et effectivement cette grosse satisfaction du travail accompli de deuxième demi-finale d'affilée et forcément, mais après on sait que se dresse quand même devant nous un défi sûrement immense et voilà, qui sera sûrement le plus haut sommet de nos 4 saisons. Et soudain la lumière s'éteint sur François Trinduc comme sur la saison de Montpellier. La deuxième mi-temps vient de reprendre depuis 2 minutes quand l'ouvreur tente de plaquer Gianni Bornemann. Un choc violent, un impact impressionnant qui laisse le joueur KO. François Trinduc, comme Montpellier, s'est donc brisé sur le mur castrais. Allez, circuler, il n'y a plus rien à voir. J'ai pris un bon pet sur la tête, mais voilà, on a fait le protocole, ça s'est bien passé et ça va, pas de souci particulier. Pas de souci, mais un cauchemar loin d'être terminé. À peine autorisé à revenir sur la pelouse et peut-être pas encore remis de son KO. François Trinduc voit débouler les 106 kilos d'Anthony Claesson. Un poids lourd lancé à pleine vitesse que ne peut stopper le Montpellierin. Essai pour le Castres Olympique. Trop fragile sur cette action, François Trinduc l'a également été en première mi-temps. Prise de risque minimum, jeu au pied inexistant malgré l'appui du vent. Le Montpellierin suit les consignes avec application, mais sans génie. Ouais, on voulait quand même porter le ballon. On voyait qu'en les jouant, en créant plusieurs occasions, on pouvait déstabiliser la défense. Et voilà, mais il y avait trop de ballons perdus ou de ballons rendus. Et forcément, on n'arrivait pas à imposer notre jeu parce qu'on n'accumulait pas les temps de jeu. Rarement servi en bonne position, François Trinduc sur 27 ballons joués, c'est surtout appliqué dans ses transmissions, rarement dans ses percussions, ce qui est plutôt rare chez ce joueur de défi. Un seul franchissement, 2 plaquages manqués sur 8 effectués. François Trinduc n'a jamais pesé sur le match comme il le fait à son habitude. Oubliez donc le chef d'orchestre, oubliez le maître à jouer. Reste François Trinduc, un joueur frustré. On aurait aimé avoir plus de ballons, le garder plus longtemps et accumuler les temps de jeu. Ça nous aurait permis de les mettre à la faute ou de trouver des occasions. Mais voilà, on est tombé face à une belle défense castraise. Lucide comme toujours, François Trinduc ne se cherche pas d'excuses. Aujourd'hui, Castres était bien le plus fort. Triste journée donc pour le Montpellierin qui aura vécu une année difficile. Blessé à plusieurs reprises, éliminé en barrage avec son club et relégué sur le banc des remplaçants du 15 de France. Il est temps pour lui d'en finir avec cette saison éprouvante. À moins que Philippe Saint-André ne le juge apte à s'envoler pour la Nouvelle-Zélande. Pas facile de revenir après un mois d'arrêt, mais voilà, j'avais de bonnes sensations au niveau des jambes. En tout cas, j'étais prêt. Et voilà, si j'étais appelé en Nouvelle-Zélande, je serais très heureux et prêt surtout mentalement et physiquement.